Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui. Patrick Roussel est notre invité. C'était le garde du corps de Johnny Hallyday qui a sorti un livre. Il a plein d'anecdotes qu'il a vécues avec lui, qu'il va nous raconter, c'est assez fou. Mais juste avant, si comme lui, vous avez vécu une anecdote assez folle, avec un métier incroyable, même un métier normal, mais si vous arrivez une chose de fou dans votre vie, j'en sais rien, vous avez gagné au loto, vous avez vécu un braquage quelque part ou quoi, et que vous voulez venir le raconter, vous êtes les bienvenus. Il faut juste m'envoyer un email avec votre numéro de téléphone à contact@legendegroup.fr. Vous êtes tous les bienvenus chez Legend, c'est le principe. C'est pour ça qu'on a fait ce média. Vous pouvez venir raconter des anecdotes sur notre YouTube aussi. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner. C'est parti. Je m'appelle Patrick Roussel, j'ai été chauffeur et garde du corps de Johnny Hallyday pendant 12 ans au quotidien, plus 4 ans en tournée. Eh ben voilà, merci, c'est parfait. Bienvenue Patrick, c'est merci plaisir. de m'inviter. Eh ben écoute, on a vu ton livre aux éditions Mareuil Éditions. Je pense que c'est le 100e livre de Mareuil Éditions qu'on promotionne ici, parce qu'il y a plein de sujets hyper intéressants. À chaque fois, tout le monde l'appelait Johnny, c'est le titre de ton livre. Ouais. Il y a plein de photos à l'intérieur, on va en parler, plein d'anecdotes que tu racontes. Tu as suivi Johnny, tu le disais, hyper longtemps. T'es à côté, vraiment, là, on va montrer 2-3 photos qui s'affichent à l'image. Tu faisais du vélo avec lui, tu faisais de la voiture avec lui, tu vivais avec lui, en gros. Quasiment. Quasiment. Ouais. C'est-à-dire que tu partais en voyage, t'as beaucoup voyagé? J'ai fait, oui. Quand il était à Los Angeles, t'étais à Los Angeles? J'étais aussi, parce qu'il est là-bas, il a acheté une maison pour moi, pour que je vive. Ok. Voilà. Putain, on en parlera peut-être. Ah bah attends, t'inquiète pas qu'on va y revenir. Attends, juste pour comprendre, donc 12 ans garde du corps de Johnny, moi je vais te demander après des questions sur des fans, les trucs les plus fous que t'aies vus. Moi je suis pas potin, donc ça m'intéresse pas les trucs... je sais que dans le livre, tu dis d'ailleurs, il y a des choses qui resteront secrètes. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment savoir un peu ce que c'était que de vivre quasiment avec Johnny, comment était sa vie. Je trouve ça hyper intéressant, même pour vous tous. En tout cas, si jamais vous voulez, abonnez-vous, les gars, à la chaîne sur Legend. Merci beaucoup. On est vraiment de plus en plus nombreux. Ça fait trop plaisir. Mettez des petits pouces en l'air, des petits commentaires aussi, si vous avez des idées. D'ailleurs, d'autres invités, avec plaisir. On voit tous les messages. Ça nous fait vraiment... chaud au cœur tous les jours. Johnny t'a offert une Rolex, une maison, on va en parler après. Enfin, c'est des cadeaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tu as vu la montée de Laetitia dans le couple avec Johnny, la montée en puissance, etc. Juste, t'as quoi comme formation pour être garde du corps? Et puis après, on va parler un peu de ton parcours et comment t'es arrivé là. Pas de formation. Voilà, c'est pour ça que Johnny t'a pris. Il s'est dit, le mec, il est en roue libre. C'est ça, voilà. Donc, je me suis formé après, en fait. C'est vrai? Voilà, alors, au métier de garde du corps, non. Parce que ça, c'est venu naturellement. Okay. Voilà, au positionnement, au regard, tout ça, toute cette partie-là qu'on doit avoir, l'anticipation également. Ça, c'était naturel, voilà, je l'ai fait tranquille. Après, je me suis formé, par contre, oui, effectivement, un peu aux techniques de self-défense. Voilà, ça, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui étaient à un niveau très, très élevé dans la gendarmerie, par l'intermédiaire d'un ami. Et donc là, j'ai suivi une formation pendant un bon petit moment. Et puis... ça m'a permis donc d'être plus serein, plus sûr de moi et plus tranquille, en fait. Est-ce que tu étais armé? Non, je ne l'ai pas été. T'as pas été? J'ai eu un petit truc à un moment donné, mais qui était un pistolet gomme-gomme, un truc, voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il en a éprouvé le besoin, l'envie. Très peu de temps, c'est parce que j'étais pas chaud pour ça. Rien. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, non, c'est pas mon truc. Ah ouais, d'accord, ok. Parce qu'il y avait vraiment besoin de garde du corps pour Johnny Hallyday, pour le coup. J'avais très souvent l'habitude de dire, évidemment, le risque zéro n'existe pas. On le sait. Il y a eu, malgré tout, malheureusement, des artistes qui se sont fait agresser par des fans, quoi que ce soit. Mais j'avais l'habitude de dire que je préservais sa tranquillité. Voilà, donc j'étais un rempart entre les gens et lui. Si quelqu'un, par exemple, il mange des frites, on va y revenir après, mais il est à Los Angeles en train de bouffer des frites, toi, t'es avec lui, machin, sur une terrasse, tu vois qu'il y a des Français qui arrivent vers lui, tu leur dis non, ne venez pas le déranger pendant qu'il mange. C'est ça. Voilà. Je vais essayer si je peux, je vais essayer d'anticiper, de les repérer, de les voir et d'aller les arrêter à suffisamment bonne distance. Alors, des fois, je n'y arrivais pas, donc c'était plus près. Voilà, l'idée c'était d'essayer d'anticiper, mais des fois on y arrive moins. Il faisait des photos quand même, Johnny? Oui. Ça, il est arrivé de refuser, hein, parce que il est comme tout le monde. Enfin, il était comme tout le monde, et tous les artistes sont comme tout le monde. Des fois, il y a des jours avec et d'autres des jours sans. Tu le rencontres, tu es en 1991, tu pars vivre en Guadeloupe à l'époque, et tu travailles dans la sécurité pour des concerts, donc tu fais de la sécu de concert. C'est ça? Alors, on va rectifier juste, c'est 99. Et on te donne comme mission, en fait, à la base, chauffeur de Johnny Hallyday et de sa femme.
Point. Et pour moi... Pour le ramener au concert à son hôtel, en gros. C'est ça, voilà. Pour moi, la mission, voilà, je récupère à l'aéroport, je l'amène à son hôtel. Le lendemain, je l'amène au stade. Il fait ça de Bemao. Je le ramène à son hôtel. T'es impressionné? Pas plus que ça. Pas plus que ça? Non, parce qu'en fait, je suis déconnecté. Ça fait 8 ans que je vis en Guadeloupe. Oui, mais tout le monde connaît Johnny, quand même. Non, je ne suis pas impressionné. Je fais ça normal parce que pour moi, ça dure 4 jours et puis ciao. Ok. Tu te dis, c'est mon petit boulot, là, voilà. Voilà. Et comment ça se passe? Vous avez un coup de foudre amical, un coup de foudre professionnel? Il te dit, tiens, vous vous sentez bien? Pourquoi il demande à retravailler avec toi? Normalement, c'est 4 jours en Guadeloupe, sauf que oui, effectivement, ça se passe assez bien. Il te parle? C'est chaleureux tout de suite? Le premier jour, non. Parce que bon, ils ont fait un long voyage et tout ça, c'est pas aussi facile, il y a un décalage horaire, enfin bon. Non. Le premier jour, non. Quand tu dis non, c'est il t'adresse pas la parole? Bonjour, au revoir. Ah ouais? Ensuite, le deuxième jour, ça se détend un petit peu. Et puis, le deuxième jour, effectivement, quand je l'amène au stade de Bemao, on n'a pas d'escorte là. Hein. On a une voiture qui suit derrière de gendarmerie au cas où il y a un souci, puisque donc, voilà, il y avait quelques petites rumeurs que vous pouvez avoir des trucs. On arrive au stade, et là, la route, elle est barrée par les gendarmes. Je connais le lieu, j'y vis. J'avance, je coupe le truc et puis j'avance. C'est-à-dire? Je passe, je franchis le barrière. Ils me font signe de m'arrêter, je ne m'arrête pas, les gendarmes. Voilà, j'y vais, je sais où je vais, j'ai pas besoin d'eux. Et t'as des gendarmes derrière en plus. Oui. Qui suivent. Et donc c'est eux qui disent aux gendarmes à qui j'ai forcé le passage. C'est bon, c'est l'artiste. Oui, ils tirent pas dans la voiture, quoi. Voilà, c'est l'artiste, c'est bon. Donc on y va. Donc ça, visiblement, je l'apprendrai plus tard. Ça lui plaît. Il se dit j'ai un chauffeur rebelle. C'est ça, en gros c'est ça. Voilà. Donc du coup, le lendemain, ils me disent ce serait bien que tu viennes en Martinique. C'était le même organisateur, mais moi, je n'étais pas prévu, je ne connais pas la Martinique. Je suis allé une fois, voilà, je ne connais pas. Je dis, OK. Ça veut dire qu'il t'a déjà kiffé quand même, qu'il t'a déjà aimé. Un petit peu, voilà. Donc, du coup, je vais en Martinique. Là, je pars en amont, je récupère les voitures, je mets en place, ça se passe bien. Là, la conduite est un peu plus tendue, et ça, voilà, je conduis. Et ça, je crois, deuxième effet qui se coule, donc du coup, je crois qu'il apprécie bien. On échange les coordonnées avec son responsable sécurité, le responsable de la sécurité de toute la tournée de la production Camus, et qui me dit, quand tu rentres à Paris, appelle-moi. Parce que donc, moi, j'avais prévu, je quittais la Guadeloupe, j'en avais assez. Ouais. Je le fais quelques jours plus tard, et il me rappelle, 1 mois et demi après. Voilà, pour me dire, écoute, va te présenter Villa Molitor. À l'époque, l'artiste habitait Villa Molitor. Va te présenter, il cherche quelqu'un. Et là, tu vas? Tu le vois, lui? J'y vais, je le vois, effectivement. Pas tout de suite, parce que c'était pas un super lève-tôt quand même. Hein. Bois un café, je me rappelle. Il y a lui, il y a Laetitia. On discute 5 minutes, hein, c'est bref. Hein. Il me dit, OK, voyez avec Laetitia, voilà. Échange de numéros, et j'ai commencé 48 heures après. Avec Laetitia, dans un premier temps. Ah oui, tu t'occupais que de Laetitia au début. Et lui, parce que lui était en tournée, en fait, à ce moment-là, et je l'ai quand même pris en charge à 3 ou 4 reprises pendant l'été, quand il faisait les retours Paris. Donc là, j'avais les deux. Et en gros, c'était ma période d'essai, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et au 1er septembre 1999, donc là, j'ai signé mon premier contrat donc, avec Johnny Hallyday. Et c'était assez amusant, quoi, parce que mon premier virement Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday. Il a marqué ça? Oui, c'était ça. Et parce que là, par contre, je commençais à prendre conscience, effectivement, de qui il était et ce qu'il représentait. Ah oui, c'était plus gros que ce que tu imaginais? Pas tout à fait encore. Mais là, j'avais déjà participé à 2 concerts, donc du coup, je commençais à me rendre compte un petit peu. Honnêtement, là où je me suis rendu compte, ça a été assez rapide quand même, c'est au Festival de films de Deauville, en fait. On a été invités, il fait très chaud, il n'y a pas de clim. On fait un jour, il inaugure une suite dans l'hôtel des Barrières. Et le lendemain, 1 heure avant la cérémonie officielle, présentation avec tous les acteurs, il y avait du monde, il y a du beau monde. Il a trop chaud, on s'en va. Retour Paris. C'est vrai? Ah ouais, il n'est même pas allé au... Non, retour Paris. Et là, j'ai dit, ouais. Ah, il n'en a rien à foutre, quoi. Là, là ça va être... Parce qu'il n'y avait pas de clim? Oui, c'est ça. Non, trop chaud, il y avait trop chaud, il n'y avait pas de clim, c'était pas possible, il en avait marre, on est parti. Il a planté le truc, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, OK, le gars, il est rebelle en plus, c'est ça, il est rebelle et il peut y avoir du sport, ça peut être intéressant. Voilà. Et même pour toi, c'est plus drôle.
Carrément. Entre guillemets. Et après, vous restez proches, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu ne t'en vas plus pendant 12 ans? C'est ça. Putain, c'est fou. Comment ça se passe, l'installation avec Laetitia, ensuite avec lui? Tu as son numéro de téléphone rapidement? Oui, tout de suite, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Il te fait confiance rapidement? Il se confie à toi? Non, ça met un petit peu plus de temps. Ça met un peu plus de temps, mais en même temps, c'est... je ne pourrais pas le quantifier en temps, en fait. Je ne sais pas. C'est venu avec le temps, naturellement, tranquillement. Il t'emmène, quand tu vas dans les soirées, etc., tu restes tout le temps à côté de lui, donc tu entends tout? Oui. Tu vois tout? Oui. Et comment il sait que tu es un mec de confiance au début? Le feeling, où il avait cette faculté-là, sûrement aussi de sentir les gens. Voilà. Et il a vite compris qu'avec moi, c'était... Carré? C'était carré. Après, plus tard, il me l'a souvent dit, vous êtes trop militaire. Ah oui? Oui. Mais en même temps, sûrement, ça ne devait pas lui déplaire parce que j'ai fait quand même de nombreuses années. Donc, il te trouvait trop carré? Ouais, parfois, ouais. Et est-ce que le soir, par exemple, il te disait, viens... est-ce qu'il te disait, tiens, viens, assis-toi, on boit un verre ensemble de temps en temps? Non. Non, alors je me suis déjà assis, oui, effectivement, à côté de lui, tout ça, mais non, jamais il ne m'a incité à consommer quoi que ce soit. Non, mais il aurait pu te dire, viens, on partage un verre dans le sens un peu amical, tu vois? Non. Ok. Ça restait pro quand même? C'est ça. Il y avait eu, forcément, avec le temps, il y a eu une complicité qui s'était installée, mais voilà, c'est moi qui, en fait, au début, s'est bien tenu à respecter cette distance, quand même, patron-employé, et donc, du coup, lui, il a respecté ce choix aussi. Tu bossais 7 jours sur 7 avec eux? Ça m'est arrivé, oui. Et comment tu fais pour ta vie de famille personnelle? On la met de côté. T'avais des enfants? Oui, j'en avais 5 à l'époque. 5? Oui. Et comment tu faisais? Je les ai perdus de vue un peu. Ah, waouh. Et ta femme, ça a tenu? Non. Non. Il y avait déjà 2 femmes. Donc, il y avait une première qui était déjà... j'étais déjà divorcé. Il y en avait une deuxième. C'est parti. T'avais des points communs avec Johnny Hallyday, déjà? Oui, parce qu'en plus, parmi ces 5 enfants, il y en avait une que j'avais adoptée. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Et ça, il ne le savait pas. Hein. Ah oui, ok. Voilà. Et c'est fou. Et tu passes les vacances avec eux, Noël avec eux? Oui. Donc c'est pour ça que tu n'as plus du tout de vie. En fait, tu mets entre parenthèses ta vie pour lui. Oui, j'ai fait des Noëls, j'ai fait des réveillons de 31. Voilà, ses anniversaires, le baptême de la petite, le mien anniversaire. Ton anniversaire aussi? Oui. Tes 40 ans? Mes 40 ans, non. Là, il m'a fait une petite surprise et j'ai trouvé ça absolument génial, en fait. J'avais organisé un petit repas, il devait travailler, enfin, je devais travailler, il me dit non, c'est bon, je prends ma voiture et puis, en fait, je le vois débarquer au restaurant. Alors que tu étais en famille avec toi? Enfin, t'étais pas non, j'étais avec des amis, voilà, j'étais avec des amis, je fêtais mon anniversaire, un déjeuner, dans le parc de Saint-Cloud, ici. Et il est arrivé, il est venu, il m'a offert une montre, une Rolex, ce jour-là. Et j'ai trouvé, l'objet beau, effectivement, mais au-delà de l'objet, j'ai trouvé, c'était la démarche, en fait. Ah, de venir... C'est Johnny Hallyday qui vient tout seul avec sa petite voiture m'amener mon cadeau. C'est quand même fort, en fait. C'est marrant, c'est marrant. Ça, tes potes ont dû être surpris, non? Ils le connaissaient tous parce que la plupart, c'était des employés à lui aussi, au restaurant. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça fait rien. Quand on l'a vu arriver, on a dit, qu'est-ce que... Puis bon, ça a quand même été un peu la révolution. Au restaurant? Ben oui. Oui, parce que le parc Saint-Cloud, mi-mai, où il fait super beau, c'est blindé de monde. Et là, il y a Johnny Hallyday qui débarque au milieu. Il pouvait rien faire dans la vie de tous les jours. Toi, tu l'as vu au quotidien, il pouvait pas aller faire ses courses tout seul? En France, non. En France, rien? Non. Dès qu'il sortait, c'était l'émeute? France, Belgique, Suisse... Ouais, pays francophone, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Ouais. Vraiment? Ouais. Parce qu'on a du mal à l'imaginer. C'est-à-dire qu'il va à la boulangerie, il y a une émeute. Alors, il y allait, attention, dans certains quartiers, tout ça, ça pouvait passer. Hein. Voilà, mais j'ai souvenir un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, à Boulogne-Billancourt, il a voulu s'arrêter au McDonald's. Mais ça n'a pas été possible. C'est vrai? Ouais, non, là, j'ai dû le mettre dans la voiture. On a pris la commande, je ne sais plus qui était avec nous qui a récupéré la commande, et on a mangé dans la voiture. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, il voulait aller s'asseoir comme tout le monde? Oui. Ça le pesait? Probablement, et c'est pour ça, en fait, je pense qu'il appréciait les États-Unis, où là, en fait, il pouvait y aller tranquille. Ah ouais. Aux États-Unis, il n'y avait pas de problème? Hormis les paparazzi, parce que là, par contre, on avait beaucoup de paparazzi, mais voilà, si on allait à un restaurant, les paparazzi ne rentraient pas dans le resto. Voilà, ils restaient dehors. Est-ce que tu as déjà fait des erreurs?
On parle souvent des échecs dans l'émission. Ça a été quoi ta plus grosse erreur en travaillant avec lui? J'ai accroché sa Ferrari. J'ai abîmé la portière. Voilà. C'était son bébé, son petit jouet du moment. Hein, voilà, parce qu'après, il s'en lassait quand même assez vite. Mais, et franchement, j'ai dit... Franchement, quand j'ai ramené la voiture à la maison, là, à Marne-la-Coquette, j'ai dit... Bon, il faut le dire, hein, ça, de toute manière, je ne vais pas mentir, hein, ça, c'était pas possible. Et j'ai dit, là, je vais prendre une rafale. Et puis non. Ah, c'est vrai? Non. Ben, amenez-la, faites-la réparer. OK. Oui, patron. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. Et t'es arrivé tout penaud, tu as dit, écoute... Ah oui, j'étais penaud, là, je faisais pas le fier, là. Je dois le dire, là, oui, c'est vrai. Il conduisait, lui? Quand la voiture était récente. Et ça, pas toutes, encore. Que les belles voitures? Oui. C'est ça. Ouais. Et bah, y a des photos, d'ailleurs. Tiens, on va vous montrer des photos de lui où il conduisait. Il conduisait comment? Il conduisait bien. C'est vrai? Ouais. Ah oui, il avait un bon coup de volant. Ouais. Il conduisait vite? Oui. Oui. Il était flashé parfois? Oui. Et... oui. Et pourtant, je l'ai prévenu une fois. Alors, une fois au moins, avec moi, il s'est fait flasher. Et pourtant, je l'ai prévenu, mais il a levé le pied trop tard. Donc, on était très au-dessus de la limitation de vitesse. Voilà. Ça que le chiffre est commencé par un 2. Donc, ah, waouh! Et donc, forcément, à un moment donné, il y a eu un retrait de permis. Sauf que quand même, c'est M. Johnny Hallyday. Et les gendarmes sont venus récupérer le permis chez lui, à Marne-la-Coquette. Ah, mais ils sont quand même venus. Oui, à un moment donné, il y a des passes-droits, mais pas jusque-là. Quoi, ah, voilà. C'est ça. Quand c'est trop haut, voilà. Mais bon, voilà, ils sont venus, ils ont pris le permis, il a signé 2 autographes. Et puis, je ne sais plus combien, 15 jours après, il a récupéré son permis. Dans tous les cas, il ne conduisait pas en règle générale au quotidien. Donc, est-ce que tu es tombé sur des fans des Jojo, des zinzins? Est-ce que tu as déjà eu des mecs ou des filles un peu dangereux? Vraiment, où tu sentais qu'ils étaient un peu instables et tu sentais que, heureusement que tu étais là? Instable, réellement, oui, il y en a eu un. Pendant le tournage du film L'Homme du train, à Annonay, il y a eu un personnage qui est venu nous couper, là, qui nous arrivait derrière. On marchait dans la rue, il y avait une grosse foule. Parce que c'était l'attraction, quand même. Hein. Johnny Hallyday qui tourne un film à Annonay, c'est pas tous les jours, quand même. Et il y avait une foule qui nous suivait et tout ça. Et il y a un gars qui avait un drapeau à la main, qui fendait la foule derrière, comme ça, qui arrivait dans notre dos. Et je le regardais 1 fois, 2 fois, et je voyais ses yeux étaient étranges. Donc, j'ai attendu qu'il s'approche suffisamment près pour le piquer, pour le stopper net. Voilà. J'avais appris ça, justement, avec les gendarmes pour stopper quelqu'un. Et ça a marché, il a stoppé net. L'histoire continue, il tourne, tout ça. Le soir, on rentre, tout va bien. Le lendemain matin, je suis au petit déjeuner à l'hôtel. Et là, la réception m'appelle, ils me disent, il y a les gendarmes qui veulent vous voir. Oh, je dis, purée, le mec a porté plainte. Et en fait, non. Il venait me dire que le monsieur que j'avais stoppé hier, en fait, il fallait peut-être un petit peu se méfier parce qu'en fait, il sortait d'HP. Ah ouais. Parce qu'il avait eu des soucis. Voilà. Donc, c'est le seul vraiment que j'ai trouvé dangereux, en fait. Et tu as eu des femmes amoureuses de Johnny à venir chez vous, enfin chez lui, oui. Essayer de rentrer, tout ça, ouais? Oui, alors aussi un petit peu peut-être dérangé, peut-être psychologiquement aussi, oui. Mais effectivement, à Marne-la-Coquette, il y a une dame d'un certain âge en plus, qui avait réussi à sauter par-dessus la barrière, pourtant c'était haut, hein, la clôture. Hein. Et quand je l'ai vue, j'ai voulu aller l'attraper, elle a plongé derrière des buissons pour se cacher. Mais je l'avais vue. Donc on est sorti, on a fait venir la police, tout ça. Quelques mois plus tard, on déménage, on va à Hackstatt, donc parce que comme j'ai fait partie... En Suisse, dans un chalet à la montagne. C'est ça, j'ai fait partie du package, donc je suis parti là-bas aussi. Je suis chez moi, j'habitais un peu plus haut, et il m'appelle. Ouais, il y a quelqu'un qui tape dans les volets, tout ça. Bon, je descends direct. Le gardien, lui, du chalet, je l'avais appelé. Hop, c'était un gardien, quelqu'un qui faisait l'entretien et qui venait tous les jours. Et en fait, là, oui, on voit la dame, je l'attrape, je la mets à l'abri parce qu'il neigeait comme ça en plus. Et là, je reconnais la dame de Marne-la-Coquette, que je la trouve à Hackstatt. Donc elle était, oui, certes dérangée, mais quand même, elle était capable d'arriver jusqu'à Hackstatt. Et quand même, elle traverse la France et la Suisse. C'est ça. Ah, j'ai dit, waouh, et pareil, on a entendu la police et allez. Ah, c'est vrai, et là, tu la maintiens le temps que la police... Voilà, je la maintiens, mais elle n'était pas...
Ouais, se débattait un peu, mais pas plus que ça. Enfin, voilà, il criait, oui, je veux voir Johnny, oui, je veux voir Johnny. Ah oui, c'était un peu une... Mais non. Non, il n'a pas... du matin, il n'a pas envie. Est-ce que tu as déjà eu une nana ou un mec qui venait avec des tatouages Johnny? Il y avait beaucoup de gens qui venaient avec des tatouages Johnny? Oui, beaucoup. Il y en avait sur le bras, sur le dos, tout ça. Donc, il y en a une qui elle me montre. En fait, elle le montrait à tout le monde parce que donc elle avait des décolletés tout le temps comme ça. Il y avait marqué Johnny Hallyday sur les seins. Et donc je me suis permis. Je parlais peu aux Faranais, enfin surtout des ultras quand même comme ça. Voilà, je préférais garder ma distance. Et donc je lui pose la question. Et ton mari, il dit rien? Il dit j'en ai rien à foutre de mon mari. Ok. On va arrêter là la conversation, ça va bien parce que... tu sens que c'est pas des gens... oui, c'est un peu extrémiste. Et là, on est quand même sur de l'extrême. On est sur de l'extrême. Et t'avais un fan, enfin, il avait un fan, Johnny Hallyday, hacker, qui a réussi à infiltrer son téléphone, à écouter ses messages, à lire ses messages. Comment il a fait ça? Comment tu l'as su? Comment ça s'est passé? Laetitia me dit un jour, on a un souci, il y a quelqu'un qui nous a piraté nos téléphones et la messagerie des téléphones. Comment il sait? Elle sait parce qu'en fait, à ce moment-là, il devait partir chez Marc Vera. Et donc, le gars, il avait même appelé Marc Vera pour modifier les réservations et tout ça. Donc, du coup, Marc Vera avait rappelé parce que... Et donc, ils se sont aperçus comme ça qu'il y avait un souci. Voilà. Et le gars appelait. En plus, il appelait Laetitia, il appelait l'artiste. C'était tout le temps un numéro masqué. Sauf qu'un jour, il a fait une erreur, il a appelé depuis son lieu de travail. Et là, le numéro s'affichait. Donc là, on l'a recherché, on a eu l'adresse. Quand ils sont effectivement partis chez Marc Vera, moi, à l'époque, je ne suivais pas... C'était mon petit moment de vacances. Voilà. Chez Marc Vera, c'est tranquille, voilà, il ne s'est passé rien. Donc, avec 2 collègues, on a pris une voiture un matin, on est parti à Grenoble. On est allé se présenter à l'adresse qu'on avait. C'était pas la bonne. On nous a renvoyé à une autre. C'était pas la bonne. On a mis un petit coup de pression à la propriétaire de l'établissement, qui finalement nous a amené chez... C'était quoi comme établissement? C'était, il travaillait, premier lieu, c'était une boulangerie dans un centre commercial. Deuxième, c'était une pizzeria dans un autre centre commercial. Et cette dame-là, en fait, elle nous dit « Non, mais j'ai pas les coordonnées, j'ai pas l'adresse et tout ça. » Donc, on lui met un petit coup de pression pour lui dire « Mais vous êtes sa patronne et vous n'avez pas ses coordonnées, son adresse. Donc, c'est quoi, il travaille au non déclaré? C'est comment ?» Donc, du coup, elle a eu un peu peur. Elle nous a amenés chez lui parce qu'elle savait où est-ce qu'il habitait. Et là, donc, on a réussi par un stratagème un petit peu en inventant une histoire, parce que le premier coup qu'on a sonné, il n'a pas répondu, parce qu'en fait, il nous avait repérés. Et après, donc, j'ai téléphoné, on a attendu, j'ai téléphoné, je me suis fait passer pour un restaurateur, parce qu'il cherchait quelqu'un. Et ça a marché. Je ne sais pas pourquoi, comment j'ai eu cette idée-là. Et je lui ai dit, écoutez, je passe vous voir. On a traîné pendant un petit quart d'heure. Là, ce coup-ci, on a fait le tour, on a sonné. Il a ouvert. Quand il a ouvert, il nous a vu, il a voulu refermer. J'ai mis le pied et on est rentré. De force un peu. Et là, on est rentré dans un musée avec mon collègue. C'est vrai? Ouais. Un peu comme un fou dans un film. Ça fait ouais, c'est inquiétant. Ouais. Donc là, on lui a mis un coup de pression. À aucun moment, nous n'avons été violents, évidemment, parce que ce ne sont pas des gens qui sont quelque part. Il y a un petit problème quand même. Oui, c'est un peu plus triste que... Voilà. Donc on a quand même mis un gros coup de pression, en le menaçant de faire intervenir les forces de l'ordre, voilà, que nous, vraiment, parce que c'était un délit, carrément. Et donc on lui a demandé de tout effacer, voilà, et on n'a plus de nouvelles de lui. Mais à partir de ce jour-là, en fait, jusqu'à ce qu'on aille en Suisse après, les téléphones étaient à mon nom. Ah ouais, comme ça, tu as changé le... Voilà. Les forfaits étaient à mon nom. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on a su qu'en fait, c'était un ami qui travaillait chez SFR qui avait balancé les... En fait, c'est toujours ça, c'est toujours une taupe à l'intérieur de partout. Donc, du coup, t'as pris, après, comme ça, il a changé de numéro, il était plus emmerdé. Voilà. Et il écoutait tous les messages vocaux, tous les trucs. Oui, ouais. Et t'as déjà dû employer la force avec des fans? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé quelques fois, ouais. Certains me le reprochent encore, hein. Voilà. Mais il est vrai qu'il y a eu à quelques reprises des fans un peu excessifs et qui, à mon sens, manquaient de respect envers l'artiste et envers sa famille. J'ai un exemple. Celui-là m'a blessé parce que je trouvais qu'il manquait de respect envers l'artiste et envers sa défunte maman.
Et puisqu'on sortait de son restaurant, sa maman était en fauteuil roulant, donc elle était venue déjeuner avec son fils et avec le demi-frère de l'artiste. Et donc, je la prends dans les bras pour la remettre dans la voiture, tout ça, tranquille. Et là, il y a un fan qui nous filme, mais il vient à 20 cm de la tête de la maman pour filmer. Donc, ça m'a agacé. Voilà, j'ai mis la maman et j'ai fermé la portière. Et là, j'ai envoyé un coup de poing. Voilà. Par chance, honnêtement, j'ai glissé, je l'ai raté. Voilà. Mais, parce que je trouvais que c'était un manque de respect. Ouais, c'était, voilà. C'est trop. C'est trop à un moment donné, voilà. Après, il y en a d'autres. Alors là, j'ai intervenu sur le boulevard des Invalides, j'ai cassé la vitre d'une voiture en sautant, un truc totalement improbable, en fait. Mais parce que lui, en fait, il voulait intervenir. Il en avait assez, il voulait plus les voir. Johnny. Ouais. Et donc, à un feu rouge, boulevard des Invalides, on était avec le Hummer. Il m'a dit, j'en ai marre de les voir, parce que je lui avais dit qu'ils étaient encore derrière. J'avais essayé de gazer la bouche d'aération de la voiture, ça n'avait pas marché. C'est quoi, c'est des fans qui suivaient de près? Tout le temps. Et j'avais essayé de gazer la bouche d'aération de la voiture, ça n'avait pas marché, donc les gars, ils sont restés collés derrière. Boulevard des Invalides, ils décident de descendre pour s'expliquer avec eux. Je ne peux pas laisser. Non. Je pars devant et je vrille un peu. Et là, je pars, je cours et je saute et je mets le pied à travers la vitre de la voiture. Voilà. Et bon, après, le lendemain, j'étais au commissariat. Quoi. Voilà. Et ils sont partis? Oui, oui, là, ils sont partis. Là. Ils sont partis. Oui, là, ils ont arrêté de suivre. Là. Ok. Bon, au moins, ça a fonctionné. Ouais, c'est au moins ça. Ouais. Je vais te poser les 10 rumeurs sur Johnny, ok? On a pris les 10 rumeurs qu'il y a sur Internet. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Les trucs un peu drôles, un peu tout, d'accord? Ok. Un soir où il a trop bu, il a fini avec un pistolet sur la tempe. Est-ce que c'est vrai, ça? C'était bien avant que je travaille pour lui. Il l'a rencontré, effectivement, mais c'était bien avant que je travaille pour lui, ça. Moi, je ne l'ai pas vu, et ça m'arrange. Il n'aimait pas trop la musique de son fils David. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. C'est faux? Oui. Non. Au contraire, il adorait l'écouter dans la voiture. Ah, c'est vrai, génial. Moi, j'adore David, je l'embrasse fort. Non. Il adorait l'écouter C'est vrai? Ouais. Et ça, c'est quelque chose, par contre, ça m'a fait très bizarre, je me permets. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, et j'avais Johnny Hallyday à côté de moi, parce qu'il s'asseyait toujours là, et quand j'entendais Johnny Hallyday ou David à la radio, ça me faisait bizarre, hein, parce que j'avais... Après, je me suis habitué, mais j'avais l'artiste là, et le son, ou le fils à la radio... Parce que parfois, il s'écoutait Johnny à la radio, lui? Non, volontairement, non. Ah oui, parfois, ça arrivait, quoi. Voilà. Et il changeait de chaîne? Non. Non. Ah oui, donc parfois, tu roulais, t'avais du Johnny dans les écouteurs, dans les enceintes, et t'avais Johnny à côté de toi? Oui, c'est ça. Ouais. Ça doit être très bizarre comme situation. Au début, ouais, c'était étrange. Et quand il entendait son fils, il était content? Oui. Ouais. Il était fier? Ouais, il était beaucoup plus attentif, en fait. Ah, c'est vrai? Que quand c'était pour lui, en fait. Ouais, lui, il s'était déjà entendu 100 fois. Ouais. Alors, il y a plein de... Tu me dis, c'est vrai, il avait souvent des escort girls. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai vu une fois. Ok. Je te pose les questions qu'il y a sur Internet. Je te dis brut, après tu dis oui, non, ou je peux pas dire. Moi, tu peux me répondre, je peux pas dire. Je préfère ça. Oui. Ok. Non, tu l'as dit souvent? Non, là. Moi, j'ai vu une fois. Toi, tu l'as vu une fois. Ouais. Il t'en a même payé une. Oui. C'est fou, ça. Comment ça s'est passé? Un soir, après un concert à Genève, il décide d'aller dans un club, parce que là-bas, bon, c'est... voilà, il y a des clubs pour ça, c'est... Oui, c'est légal. Absolument. Comme en Belgique. Et donc, il a ramené, enfin, il a fait venir des filles, après, à l'hôtel, pour certaines de ses amies qui étaient là, avec lui, et donc une pour moi. Voilà. Je ne savais pas, hein, voilà. C'est un de ses amis qui l'a amené à ma chambre. Et j'ai dit, non merci, ça va aller. Voilà. Donc, fin de l'histoire. Voilà, elle a juste pris le téléphone pour appeler un taxi pour rentrer, comme si elle n'avait pas de portable. Et puis, au revoir. Voilà. Ah, c'est fou. Il n'a jamais arrêté la cocaïne. Est-ce que c'est vrai, ça? T'en sais rien. C'est faux. C'est faux? Oui, moi, je n'ai jamais vu. Quand il était... Alors, il y a vraiment 50 choses. Il mettait les chaussettes pliées dans ses chaussures pour se grandir. Non, c'est faux. C'est faux, ça? Ça, c'était Laetitia. Laetitia, c'est ça? Oui. Pour se... Oui. Elle n'a pas se grandir de beaucoup, tu grandis d'1 centimètre, quoi. Oh, un peu plus. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui.
Il s'est fâché avec Daniel Angeli car il a vendu des photos de Laetitia nue. Je dirais que c'est vrai. C'est un photographe? Oui, c'était... Un paparazzi? Non. À la base, c'était un paparazzi. Après, ça a été son photographe qui l'a suivi pendant des années. C'était son ami. Franchement, j'étais devenu son ami. Et oui, effectivement, c'est cette histoire-là, apparemment, qui a fait cesser le partenariat, l'amitié et tout. Ah, c'est vrai? Ouais. Il a vendu, alors que c'était son pote, des photos de Laetitia nue. Faut se méfier de tout le monde. Même de ses amis. Oui, surtout dans ce métier-là. Il était acheteur compulsif, il pouvait acheter un hôtel ou une maison sur un coup de tête. Ça... Oui, il était capable. Et il avait même mis l'option sur un ranch au Canada, à une époque. Pourquoi? On a visité, il avait envie d'un ranch au Canada. On est parti au Canada, on a visité, je sais pas, 10 ranchs au moins, et il avait fini par mettre une option sur un. Ok. Ouais, après, ça a été annulé et tout ça. Je crois que ça lui a coûté quand même un petit billet, quand même. Mais voilà, mais il n'a pas acheté le truc. Où est-ce que les endroits les plus fous, tu aurais croisé les paparazzis? Est-ce que tu as croisé, je sais pas, dans un jardin, dans un bosquet? Où est-ce que tu as déjà croisé les paparazzis dans les lieux les plus incroyables pour Johnny Hallyday? Mauritanie, pendant le Paris-Dakar. Ils étaient où? Non, il y avait un mec qui est arrivé là, qui travaillait, c'était un Français, un expat. Et le gars, il est arrivé, comme il a su qu'il y avait le Dakar, comme il a su qu'il y avait... Le gars, à un départ, un jour, il y a un gars qui est arrivé, alors que moi, j'étais en mode détente, je suivais dans une autre voiture, mais je me dis, là, on est peinard, on est en Mauritanie. Eh bien non, il y a un mec qui s'est approché de la voiture que j'ai dû dire, non, monsieur. Et t'avais pas une histoire avec dans les toilettes aussi de l'église pendant le baptême de Joy? Dans le baptême de Joy, oui, il y avait un paparazzi que j'aimais pas beaucoup, que je croisais très souvent à Akshad, j'aimais pas beaucoup. Et on savait qu'il allait essayer un truc, c'était à peu près certain. Et effectivement, donc on l'a trouvé dans des toilettes. Quoi. Voilà. Et donc, de l'église? Ouais, enfin, c'était on va dire le presbytère. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui dépassent des limites? Je crois que tu en avais aussi au mur des lamentations. Oui. Au mur des lamentations... Tu le dis dans le livre, page 58, j'avais noté, tout le monde l'appelait Johnny, c'est le livre qu'a écrit Patrick Roussel, qui était son garde du corps pendant 12 ans et chauffeur. Oui, au mur des lamentations, donc il va se recueillir, et puis moi je rentre pas parce que j'estime que c'est quand même un moment intime et tout ça, j'ai pas sûr. Et puis je me dis que tout le monde va respecter, enfin, sur un lieu comme ça. Et puis, à un moment donné, je vois qu'il y a un paparazzi en fait, qui était rentré, un local, un photographe local qui était rentré, et je vois. Donc, du coup, là, je rentre, je m'interpose, je me mets devant le photographe, je ne fais pas de geste ou quoi que ce soit, je me mets devant, je m'interpose. Et puis, donc, il ne fait pas sa photo, bon, il râle un peu, je ne comprends pas ce qu'il dit, parce qu'il parle en hébreu, donc je ne comprends pas. Et par contre, je me suis fait bien attraper en sortant, parce que j'étais rentré, je ne m'étais pas couvert la tête. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai pris... j'ai pas compris non plus, trop. Il y en a un qui m'a parlé français, les autres non. Et j'ai pris, là, par contre. Ah, ils t'ont insulté? Ouais, enfin, ils m'ont fait comprendre que ça se faisait pas, ça. Il y a une fois où tu as dû l'aider, tu dis, j'ai dû porter Johnny sur mon dos pour monter l'échelle qui menait au quai. Il souffrait le martyre. Qu'est-ce qu'il avait? Page 129. Un jour, il est tombé sur le bateau. C'était pendant une tournée. C'était en fin de tournée, tout en fin de tournée. On était à Cannes. Et il est tombé sur le bateau parce qu'il y avait une grosse marche pour entrer dans sa cabine. Il tombe et il se déboîte la hanche. Parce que bon, il avait des soucis avec la hanche. Hein. Et Laetitia m'appelle. Donc on a essayé il me demande d'essayer de lui remettre la hanche en place. Donc j'ai fait semblant. Hein. Je n'allais pas forcer, tirer, c'est pas possible. Donc on laisse comme ça la nuit. Le lendemain matin, donc, j'avais pris contact avec un chauffeur, un kiné, tout ça, qu'ils organisent une hospitalisation. Sauf que, pour que ça soit plus discret, à ce moment-là, pour ne pas qu'on se retrouve avec une tonne de photographes, on ne se met pas à quai. Donc on l'a descendu, je l'ai descendu sur mon dos du bateau, sur le dinghy, le petit Zodiac, pour l'amener dans un quai. Il est plus facile d'accès. Un quai discret. Sauf que ce quai-là, il fallait remonter une échelle, donc je l'avais à nouveau sur le dos pour monter, l'installer dans une voiture normale, et on l'a amené à la clinique de Mougins. Et il te tenait... Ah oui, parce que là, et puis bon, il souffrait.
Il souffrait parce qu'il avait la hanche déboîtée. T'as eu Johnny Hallyday en sac à dos. Pas beaucoup qui ont eu ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et tu racontes pendant une soirée dans un hôtel, tu dis que Johnny Hallyday a eu une envie subite d'uriner. Les toilettes se situant trop loin à ses yeux, il ne trouva rien de mieux que de passer derrière un rideau et de pisser derrière un rideau. Ouais, c'est vraiment des trucs comme ça? Ouais, ça y est, oui. Et qu'est-ce que tu fais quand il pisse sur le rideau dans un hôtel? Je suis hyper tendu. Je le cache un peu. Je fais au maximum pour que ça ne se voit pas trop. Là, il y a un agent de sécurité de l'hôtel qui remarque un truc bizarre, qui s'approche, je lui fais signe, c'est bon. Julien Beu, celui-là, c'était l'avocat français de là-bas, de Los Angeles, qui passe. Donc je l'accroche, je lui dis, reste là, et moi, il se peut qu'on ait besoin de tes services. Voilà, parce que si on part au placard, au moins un avocat, ça peut servir. Juste parce qu'il a pissé, non? Là-bas, quand même, c'est tendu. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, c'est là-bas, Johnny Hallyday, c'était pas comme à Paris. Et il s'est sauvé, il est parti. Ah, c'est vrai? Ouais. Et ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est terminé comme ça, on est monté en voiture et ciao. Et Johnny, alors, t'as vécu déjà une histoire un peu marrante. La rencontre la plus improbable, t'es avec Johnny, il y a Depardieu qui croisent en fait en sens inverse, c'est ça? Ouais. En plus, on avait une voiture super discrète parce qu'on avait le Hummer, mais le 2. Là, donc, c'est pas super discret, hein, Et on arrive Port d'Auteuil. Et là, il voit... jamais je l'aurais reconnu, moi. Il reconnaît Depardieu en moto. Voilà, pourtant, il était casqué et tout. Hein. Il le reconnaît. Il me dit, arrêtez-vous. Mais on est au milieu de la Porte d'Auteuil. Arrêtez-vous. Je m'arrête, hein. Voilà, hein. Il ouvre la portière, il descend. Depardieu, évidemment, le reconnaît. Il béquille la moto, il retire le casque, il discute. Au milieu de la Porte d'Auteuil. Circulation arrêtée. Et personne klaxonne, bizarrement. C'est vrai? Ouais, non. Voilà. Je sais pas, alors au départ, peut-être qu'ils croyaient une embrouille, puis après, en regardant mieux, ils ont dû quand même reconnaître 2 stars. Ouais, au moins une des deux, on va dire, il y a toujours au moins une des deux. Là, les deux sont lourds quand même. Et pas un bruit, ça a duré 3-4 minutes. Il parlait au milieu de la route. Ouais, et ça m'a paru une éternité. Hein. Et puis ils se sont dit au revoir. Il est remonté dans le véhicule. Depardieu sur la moto. Et il était tellement stratosphérisé, il se demandait même pas si ça dérangeait les gens derrière. Non, il voulait, il faisait. Point. Et en même temps, paradoxalement, il n'était pas capricieux. C'était pas capricieux, mais par contre, s'il voulait ça, il voulait ça. Et est-ce que ça s'est déjà mal passé avec une autre personnalité? Là, ça se passe bien avec Depardieu. Est-ce qu'il a déjà eu un accrochage ou avec un autre service de sécurité, tu as déjà eu des galères? Non. Chris Brown? Sur la Star Academy, on avait l'habitude d'y aller. Nous, on y allait depuis la première Star Academy. Et lui, il avait cette habitude, il fumait. Hein. Voilà, c'était tout. Et à l'époque, où qu'il se trouvait, il fumait. Et là, sauf que Chris Brown ne veut personne. Là où il est, il ne veut que personne ne fume. Johnny fumait tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai déjà vu fumer dans l'ascenseur. Ah oui, bien sûr. C'est ça? Oui. J'ai déjà vu au Energy Music Awards. Je sais pas si tu étais avec lui. C'est possible. Attends, jusqu'en quelle année tu as bossé avec? De 99 à novembre 2011. Et j'ai fait Energy Music Awards en 2000... Moi, je dirais que c'est 2013-2014. J'étais 2013 aussi. Ah bah, t'étais dans l'ascenseur, alors. Moi, j'étais juste à l'extérieur, je faisais un live. J'étais avec Patrick Bruel, je filmais Patrick Bruel, et il est sorti avec... vous étiez plusieurs gardes du corps. Ouais. Et justement, j'ai dit, putain, la star, quoi. Il sort du truc, il a pris sa cigarette, il l'a jetée comme ça. Je me dis, il en a rien à branler. À l'intérieur, il jette sa cigarette comme ça. C'est vraiment le rocker, tu vois. C'est ça. Visuellement, ça m'a marqué. Je me dis, waouh, c'est un western. Ouais. Et Chris Brown voulait pas qu'il fume. Voilà, donc on rentre. C'était où, c'était en intérieur? Il y avait une pièce là où les artistes attendaient avant de monter sur scène. Oui. Et il y a un gros balèze, un garde du corps de Chris Brown, qui veut mettre la main et l'attraper à l'artiste. Donc moi, évidemment, je lui attrape la main, je lui attrape le poignet, je pousse. Il voit le geste, parce qu'il voyait tout. Il avait des yeux de loup, en fait. Son regard, c'était un truc de ouf. Il voit le geste, il se tourne, il me dit, qu'est-ce qu'il veut? Et je lui dis, il voudrait que vous arrêtiez de fumer, et moi, j'aimerais que vous continuiez. Voilà, parce que j'ai pas aimé l'attitude. Voilà, et puis j'aimais pas spécialement le personnage. Et il a été seigneur. Parce qu'en fait, il a continué à fumer. Il a tourné comme ça, c'était tendu. Hein.
L'ambiance était... Hein. Et puis à un moment donné, il s'est tourné. Il a regardé Chris Brown, il a dit, en anglais évidemment, j'arrête de fumer pour toi, pas pour eux. C'est 2 gardes du corps. Et on est sorti. Il a écrasé la cigarette par terre et on est sorti. C'est quand même marrant cette anecdote de l'intérieur. Et tu parles des piques-assiettes et des profiteurs aussi, parce qu'il était très sympa, en tout cas avec son entourage proche. Dans le livre, tu dis que quasiment à chaque restaurant, comme d'habitude, Johnny payait pour tout le monde. C'était quelqu'un qui était très généreux. Mais un participant célèbre, aujourd'hui décédé, je crois que tu ne cites pas son nom dans le livre, s'est vite forgé la réputation d'avoir des oursins dans les poches. Son attitude était si caricaturale qu'elle a été devenue un sujet de plaisanterie pour ses compagnons de route dès qu'il avait le dos tourné. Et vers la fin du parcours, ils lui ont joué un tour en le laissant seul à table à la fin du repas pour qu'il soit obligé de payer l'addition. C'était un chanteur ? Et je ne sais pas s'il a essayé de chanter dans sa vie, je ne sais rien. C'est vrai. Tu ne cites pas qui c'est dans le... Non, c'était juste mignon et rigolo, mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc il était très généreux avec ses potes ? Très. Oui. Il n'était pas du tout... Ah non. Alors là, il était généreux avec ses amis et même avec ses employés. Et pourquoi tu dis ça ? Par exemple, tu étais très bien payé, tu le dis ton salaire dans le livre ou pas, non ? Non. Tu étais très bien payé ? Non. Ok. Non, honnêtement, on peut se faire des idées de fou, mais non. Ça m'allait bien. C'était quoi une échelle, sans donner un prix, on s'en fout, mais pour se rendre compte de combien tu peux gagner en garde du corps de Johnny ? Honnêtement, je vais être sincère, hein, je sais, je me rappelle plus. Je suis sincère, sur la tête de mes enfants. C'est vrai ? Ouais. Ok. Mais ça m'allait bien, parce qu'en fait, j'étais logé, j'avais une voiture. Oui, tu avais une vie un peu originale. Tu dépensais peu ? Je dépensais peu parce que je travaillais beaucoup. Tu avais la carte de Johnny, par exemple, quand vous alliez faire le plein, machin, j'imagine que c'est toi qui payais tout. Oui, ça oui, tous les frais si tu avais envie de prendre un truc, tu prenais que sa carte. Non, mais mes repas, non. Certains oui, mais la plupart, non. Et alors, tu dis dans le livre, une fois, vous avez frôlé la mort en hélicoptère avec Johnny. Un jour, on part à un concert, mais depuis Gstad. On était à Gstad, donc on part à un concert et on allait à Bâle prendre l'avion. Et il veut partir en hélicoptère. C'était 1 heure de voiture, mais il préfère l'hélicoptère, donc on prend l'hélicoptère. Ok, à Gstad. Il faisait pas beau, mais pas beau du tout. Quand on est arrivé à l'hélicoptère à Gstad, le pilote nous dit on décolle, on va voir si on peut passer. Parce qu'il fallait passer entre 2 montagnes. On voit si on passe, ou sinon on refait demi-tour. Ok. C'est pas rassurant déjà au départ, mais on a décollé, on est arrivé dans ce couloir-là, comme ça, là. L'hélicoptère bougeait un peu dans tous les sens. Moi, j'ai fixé le dos, on était derrière les pilotes et copilotes, là. Je l'ai fixé pour voir si ça s'affole pas. Je me suis dit, tant qu'il ne s'affole pas, ça doit aller. Mais on s'est fait vraiment secouer. C'était... je pense que c'est le jour où j'ai eu le plus... Pas peur, mais j'ai été le plus inquiet. Voilà. Et toi, tu as été présent pendant les grands moments de Johnny, pendant l'adoption notamment de Jade et Joy, les 2 filles. Ouais. Tu as vécu ces moments de bonheur de l'intérieur. Ouais. Et tu faisais vachement plus attention aux paparazzis à cette époque. Ils te demandaient vous aviez des trucs pour éviter les paparazzis ? Alors, oui, là, c'était... Ouais, ça a été un peu compliqué, même là, surtout la première, en fait. Où, en plus, à la première, il y avait... ils avaient fait un deal avec un magazine, donc il fallait vraiment pas qu'il y ait de photos qui sortent ni rien. Donc oui, quand on a récupéré la petite, donc là, c'était la poussette a été couverte, on partait depuis le sous-sol de l'hôtel. Voilà, on a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. On a appris qu'il y en avait même dans l'avion. Ils avaient même, des agences avaient payé des photographes locaux. Voilà, mais bon, ça a marché, il n'y a pas eu de photos. On t'a jamais proposé, toi, on t'a jamais soudoyé ? Non. Pour Johnny ? Non. En te disant, je t'achète une photo, tu la prends toi, non. Machin, jamais ? Quand il était à l'américain, quand il a eu souci de santé à l'hôpital américain, on a appris que des photographes, des agences, je ne sais pas, avaient essayé de soudoyer du personnel de l'hôpital. Oh putain. Pour faire une photo dans la chambre. Incroyable. Et sa relation avec Laetitia, elle était comment ? Il y avait plein de rumeurs sur... Bien. Tu as vu son pouvoir petit à petit, tu l'as vu qu'elle prenait de plus en plus de place ? Oui, oui, effectivement. Avec le temps, elle a pris plus de place, elle a pris plus de décisions. Principalement, je dirais, après l'épisode de la maladie... Ces problèmes de santé, tout ça ? Les problèmes de santé à Los Angeles. Elle contrôlait tout ? Et c'est elle qui décidait, c'était elle la patronne après ?
Oui, de plus en plus, ouais. Oui. Tu te demandais de faire des trucs contre le gré de Johnny, genre, tu sais, quand il disait, ah, tiens, non, ne l'emmène pas là-bas, c'est pas bon pour lui, il se rend pas compte. Tu sais, parfois, on a envie de faire trop, et lui, s'il est un peu peut-être brûlé, tu sais, genre d'être plus raisonnable. Non, moi, ça, non. Elle était peut-être plus raisonnable que lui, dans le sens, tu vois. Ouais, non, mais ça, j'ai jamais eu affaire à ça, non. Et au bout d'un moment, tu dis, page 156, Johnny et Laetitia ont fini par admettre qu'ils devaient revoir la gestion de leurs finances. C'est-à-dire quoi, ils étaient petit à petit, ils avaient un peu moins d'argent Il semblerait, c'est ce qui a été dit, ce qu'on m'a dit, qu'effectivement, à un moment donné, ils ont eu des problèmes financiers. Je n'ai pas remarqué, hein, mais voilà, paraît-il. Voilà. Parce qu'il dépensait beaucoup, lui. Oui, quand même, un peu, ouais. Et c'est ce qui a provoqué l'arrêt de ton travail en 2011 ? Ça en a été une cause, en fait. C'est-à-dire que il voulait changer mon statut. Auto-entrepreneur à Los Angeles, que je monte une société et que je facture à l'artiste tous les mois pour mon travail. Et je n'ai pas accepté les conditions parce que c'était même pas une question de tarifaire, là, en fait, mais c'était une question que je perdais tout mon statut social suisse que j'avais. Et aux États-Unis, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance maladie, enfin, il n'y a rien. J'ai dit... Et j'avais moyennement confiance à ce système-là. Okay. Voilà, je ne sentais pas bien le truc, là. Donc, du coup, tu te sépares de lui. Donc, du coup, voilà, eux, ils partent à Saint-Barth. Après cette conversation-là, voilà, ils passent 3-4 jours, je crois, un truc comme ça. Eux partent en vacances à Saint-Barth. Moi, je rentre à Gstaad. Puisque, donc, je suis résident suisse. Hein, enfin, je l'étais. Et là, je sens que je ne vais pas revenir. Je prends le maximum d'affaires que je peux dans la maison et je rentre. Il se passe que pendant que je suis à Gstaad, je prends mon téléphone pour téléphoner, normal, plus de téléphone, coupé. Parce que c'est un téléphone professionnel. On m'avait coupé le téléphone. Parce que j'étais en vacances et c'est trop cher. J'ai dit OK. J'ai pris mon forfait. J'ai continué à téléphoner, là, j'ai dit, c'est bon, on va s'arrêter là. Et donc, j'ai récupéré l'artiste, donc, je ne sais plus quand exactement, parce qu'il rentrait pour faire les répétitions au théâtre, pour sa pièce de théâtre au théâtre Édouard VII. Il rentrait tout seul, Laetitia était restée là-bas, lui, et au bout de 48 heures, bon, je n'étais pas au top. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je souhaite arrêter. Voilà. Donc, si vous pouvez me licencier, c'est bien. Voilà. Il n'a rien dit. Après, je l'ai pris en charge et tout ça, la journée. Et puis, il m'a dit, bon, ben, OK, voilà, appelez les avocats. Et puis, ça s'est fait comme ça. J'ai attendu la fin de la pièce de théâtre. Et puis le dernier jour de la pièce de théâtre, j'ai arrêté. Voilà. Et donc, après ça, tu travailles pour lui, mais que pour des concerts, en gros. Ouais. Tu termines comme ça, et le 5 décembre 2017, c'est là que Johnny décède, à Marne-la-Coquette. T'es pas invité à l'enterrement, tu dis, dans le livre. Tu sais pourquoi? Non. Non, je sais pas pourquoi. Et j'ai appris dernièrement que j'ai pas été le seul. Parce que des gens qui avaient travaillé encore plus longtemps que moi n'ont pas été... Notamment son habilleuse... qu'il a habillé depuis tout le temps, Nelly, n'était pas présente. T'aurais aimé être invité? Oui. Oui. Ne serait-ce que pour te remercier des 12 ans Non, c'est moi qui lui ai rendu hommage. Mais c'est pour ça que j'étais à la Trinité. Il y avait un petit hommage par un fan club organisé. J'étais à la Trinité pour lui rendre hommage pour son anniversaire. Et tu dis, j'en veux à certaines personnes inutile de citer leur nom, elles se reconnaîtront, donc tu balances un message. Parce que les personnes à qui j'ai envoyé des messages, je savais que je leur ai envoyé des messages qui sont restés sans réponse. Ils ont répondu? Non. Non? Non. Donc tu serais allé si on t'avait invité? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as gardé des objets à lui en souvenir, autres que ta montre? Non, j'ai même plus la montre. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que je l'ai vendue. Parce que, en fait... j'ai acheté une maison, il me manquait un peu de trucs pour avoir l'apport et tout ça. Donc, du coup, j'ai vendu la montre. Ah, c'est vrai, t'étais pas nostalgique de non. Et alors, il t'aurait légué une maison. C'est quoi cette histoire? Oui. Ah, quand on est parti, quand il a décidé de m'amener à Los Angeles, de me proposer de m'amener là-bas, que j'ai dit oui,
Ok, on y va. Mais pour moi, c'était tenté, on tentait l'expérience, parce que je connais pas, je sais pas. Et un jour, il m'appelle dans la Saloche, on était à Dijon, un concert à Dijon, il me dit, ça y est, c'est bon, j'ai acheté une maison pour vous à Los Angeles. Je dis, mais non, patron, on va commencer par louer un appartement, et puis on verra. Non, non, c'est bon, c'est pas cher en ce moment, c'est la crise, j'achète. Ok, très bien. Le lendemain, je crois, dans la voiture, il me dit, et puis comme ça, donc il me reparle dans la maison, effectivement, il était tout content. Et puis comme ça, quand je mourrai, vous irez dans la maison. J'ai regardé, c'est gentil, merci. Je me suis dit, mais non, ça ne se passera pas. Et j'ai appris il y a 3 jours, par son ex-fondé de pouvoir, qui a été un peu remercié dans les mêmes façons que moi, qui a démissionné, qu'en fait, si, c'était vrai, parce qu'il l'avait appelé pour lui dire. Ah, c'est vrai? Ouais. Que tu étais sur le testament, etc.? Non, qu'il souhaitait le faire. Et tu l'as pas eu? Non, parce que dans tous les cas, j'ai arrêté avant sa mort. Voilà, et puis... On connaît quand même la fin de l'histoire, au niveau de l'héritage, et je doute que j'ai pu l'avoir. Tu dis d'ailleurs, tu finis par ça, et tu dis à un moment donné, quand Johnny était plongé dans le coma, j'ai eu le sentiment que certains proches semblaient davantage préoccupés par la gestion de l'héritage à venir que par l'état de santé de l'artiste. Tu dis toujours l'artiste. Ce n'était pas le cas de ses enfants, mais d'autres personnes, Laura et David, vivaient difficilement la situation. Donc tu parles de ces enfants, justement, et tu les mets un peu en dehors de tout ça. Merci beaucoup d'être venu raconter un peu tes 12 ans. Ça, c'était pas trop dur. Je sais que c'est pas ton truc. Les interviews, tu me disais, c'est le début. T'es pas habitué un peu à raconter ces trucs-là. Ouais, non, mais quand c'est fait comme ça me va bien. Enfin, voilà, non, tranquille. C'est comme une discussion. C'est ça, absolument. Exactement. Là, c'est une discussion dont on oublie, qu'on tourne et tout ça. Merci en tout cas d'être venu. C'était un vrai plaisir de t'avoir. T'as une vraie poignée de main. Non, merci en tout cas les gars d'avoir suivi l'émission. Venez nous retrouver si vous avez 2 minutes sur Instagram. Prenez 2 secondes, ouvrez une page Insta. Légende, on est dessus. Et venez follow Légende le compte sur YouTube et sur Instagram. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Je trouvais ça intéressant, les histoires pour ceux qui aimaient Johnny ou ceux qui suivaient un peu Johnny, d'avoir un récit de son ancien garde du corps et chauffeur et qui pouvait nous raconter de l'intérieur ce qu'il avait vécu à Patrick Roussel. Je rappelle, le livre, il est dispo chez Mareuil Éditions. Je mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez l'acheter aussi. Merci à vous tous les copains. On se retrouve de toute façon très vite dans une autre vidéo.